À quoi ressemblera une ville 100% circulaire en 2050 ? Les super matériaux de la science-fiction peuvent-ils devenir réalité ? La révolution biomimétique aura-t-elle lieu ? Découvrez Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain, disponible sur toutes les plateformes. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, un épisode un petit peu particulier de l'émission puisque généralement on couvre l'actualité de la tech et on vous aide à la comprendre. Et aujourd'hui, on va avoir un épisode spécial sur un sujet bien différent, même si on a à voir avec la tech évidemment, comme toujours. On va parler du dossier médical partagé, j'ai failli dire personnalisé, qui était l'ancien nom, et plus précisément de l'expérience qu'a eue notre invité au cours de sa mission. Donc, on va vous donner des détails dans un instant, mais c'est un sujet qui est assez intéressant, qui n'est pas qu'on n'a pas décidé de traiter suite à l'épidémie de Covid-19. On avait prévu ça depuis bien longtemps, mais c'est quand même peut-être un truc connexe, on va dire, même si on ne va pas du tout parler de l'épidémie, je pense. Avant tout, laissez-moi me présenter. Je suis Patrick Béja et laissez-moi également présenter mon invité, Florent Husson. Comment ça va, Florent ? Eh ben, ça va très bien, je te remercie. Tu es en forme, tu es prêt à parler DMP, administration, formation des personnels de santé, des sujets hyper dynamiques. Oui, tout à fait, oui. Impeccable. Pour donner un tout petit peu de contexte, toi, tu t'es retrouvé dans ce milieu, pas par hasard, mais un petit peu un poisson hors de l'eau, on va dire, puisque tu es plutôt photographe à la base, mais tu as passé plusieurs mois dans l'univers de la médecine et des professionnels de santé et du DMP, puisque tu as eu pour rôle pendant un certain temps d'essayer de faire de l'évangélisation, on parle bien de sujet tech là, hein, de l'évangélisation du dossier médical partagé pour essayer de faire en sorte que les différents acteurs de cette, j'allais dire industrie, mais de ce domaine l'adoptent, ce qui est pas forcément évident, c'est ça ? Non, c'est ça. Effectivement, je m'y suis retrouvé un peu par hasard pour essayer de faire comprendre un peu à tout le monde ce qu'était le DMP. Donc, effectivement, comme tu as failli te tromper en disant le dossier médical personnalisé, qui est effectivement l'ancien nom, qui est aujourd'hui le dossier médical partagé. Et le but, c'était de faire comprendre toute la beauté et la puissance de ce que ça peut représenter, parce que beaucoup de Français commencent à l'adopter, ou en tout cas l'avoir ouvert en le sachant, pas trop en le sachant, mais le but c'était que tout le monde comprenne l'outil et sache s'en servir. Ouais, parce que la raison pour laquelle je pense que c'est intéressant, c'est que en pratique, le dossier médical partagé, c'est l'arrivée de la tech, de l'informatique, des outils Internet même, dans le domaine médical, dans l'application la plus consommateur. Là encore, j'utilise des termes un petit peu qui sont pas forcément adaptés, mais l'utilisateur final se retrouve à bénéficier des avancées de l'informatique dans le domaine de la médecine. Et c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant d'en parler. Avant ça, avant qu'on se lance vraiment, je voudrais juste remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Et pour cet épisode spécial, on va pas donner de nom spécifique, mais juste d'une manière générale, si vous appréciez le Rendez-vous Tech dans son ensemble, soutenir l'émission, c'est hyper simple et hyper important. C'est comme un magazine qui fait des sujets qui vous intéressent. Et il est quand même préférable de donner quelques sous pour, parce que sinon, il va pas forcément fonctionner de la même manière. Donc patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Et donc c'est effectivement Rendez-vous Tech, et est-ce que c'est juste de dire, à ton avis, que le dossier médical partagé, c'est la rationalisation des données des patients dans le monde de l'informatique, quoi, parce que jusqu'à maintenant ça existait, mais c'était hyper disparate et chaque professionnel avait ses propres systèmes, ce qui pose énormément de problèmes, bien sûr. Donc, c'est vraiment la tech pour les Ouais, c'est ça, exactement. patients. Aujourd'hui, ton médecin traitant va avoir tes infos sur toi, l'hôpital, les spécialistes, et tout est un petit peu séparé. C'est séparé
parce que c'est chez les différents professionnels et c'est séparé aussi par le fait qu'ils ont sûrement des logiciels de patientèle et des logiciels pour contenir leurs données médicales qui sont différents les uns des autres. Pourquoi et je non précise ça? compatibles, Ouais, c'est ça. Pourquoi je précise ça? C'est parce que ça peut parfois être compliqué si tu changes de région, si tu changes de médecin, etc., que ne serait-ce que transférer les données d'un médecin à l'autre peut parfois être compliqué. C'est ça c'est ça qui est important à comprendre en fait. La promesse du dossier médical partagé, je pense que tout le monde en a, comme tu le disais, plus ou moins entendu parler. L'implémentation a été compliquée, ça fait très longtemps, mais je vais juste faire un petit topo sur l'historique du truc et vous allez voir que ça fait un moment qu'on y travaille, mais l'idéal du projet est évident. C'est l'idée d'avoir nos données informatiques, nos données médicales informatisées pour qu'elles puissent être partagées entre les différents professionnels, puisqu'on est aujourd'hui encore plus ou moins dans l'ancien monde analogique au niveau des données médicales, ce qui mène à des inepties du genre, si on passe d'un professionnel, d'un médecin à un autre, un hôpital à un autre, eh ben, c'est compliqué d'avoir notre historique médical qui nous suit. Donc l'idée d'avoir un dossier où tout l'historique médical, ce qui est important pour être bien traité, un dossier qui va nous suivre et qui est facilement accessible, eh ben, l'implémentation, c'est censé être le dossier médical partagé et c'est beaucoup plus difficile qu'on pourrait le croire. Mais l'idéal, c'est ça. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, par exemple, pour sortir son dossier médical, ou en tout cas pour avoir accès à son dossier médical dans certains hôpitaux, c'est une demande écrite, passer dans un petit bureau, attendre 2 semaines en espérant que tout aille bien pour espérer le récupérer. Donc, ouais. Et après, t'en fais quoi? Je veux dire, tu te trimbales avec tes papiers, peut-être qu'ils te donnent une version informatique et tu les emmènes de l'un à l'autre de tes services et de tes médecins. Et bon, ils prennent le temps de lire un petit peu et ils comprennent ce que tu leur dis, mais c'est pas exhaustif, c'est pas idéal. Non, en effet. Donc ça permet effectivement qu'il y ait une meilleure communication entre les médecins. Et ça permet aussi à ce que les patients puissent prendre en main leur santé. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a notre carnet de santé de quand on était petit. Et si on l'a encore. Ouais. Et après, on a toutes les radios, tous les comptes rendus qui traînent un peu à droite à gauche. Et pour tout centraliser, c'est hyper compliqué. Et voilà, donc l'idée, c'est de faire ça avec le DMP quasiment instantanément et automatiquement. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, sauf pour les données passées. Il y a un point c'est-à-dire noir, qu'à partir des évident. Il faudrait que quelqu'un se mette à les rentrer dans le DMP à la limite, ce qui est peut-être possible aussi. Mais on va en parler justement parce que les patients ont accès à leur DMP également. Mais juste pour donner un petit peu une idée de l'historique du truc et de l'ampleur que ça a pris, c'est passé par différents services, différents ministères, différentes administrations évidemment. Les premiers tests, les premières évaluations de faisabilité ont commencé en 2006. Donc c'était vraiment, souvenez-vous, 2006, Twitter n'existait même pas, hein, donc l'internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais donc les autorités ont commencé à s'y intéresser en 2006. Ça a été relancé en 2008. Le DMP dans sa version 2 a commencé à être travaillé en 2013. Et enfin, alors ça a pris un bon moment, hein, les premiers pilotes ont été lancés en 2016 dans 9 départements français. Donc là, ça commence à devenir sérieux quand même. Et l'implémentation réelle, concrète, d'après ce que je comprends, ne s'est faite vraiment qu'en 2018 avec l'ouverture de la création en ligne possible pour le DMP. Donc en 2018, on a un site et un accès aux professionnels de santé qui peuvent commencer à alimenter vraiment le DMP. Donc ça, c'est 2018, donc c'est pas juste hier non plus, mais c'est quand même tout nouveau à l'échelle de l'histoire des services de santé d'un pays, quoi. Oui, on prend notre temps en France. Je presse pas. Voilà. Donc, exactement ça. 2018, c'est lancé, c'est accessible, le système existe, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le quotidien des professionnels de santé ? En gros, j'aimerais te demander comment fonctionne le système au quotidien pour
un professionnel de santé ou même un patient que ça concerne? Quels sont les outils? Comment on les utilise? Qu'est-ce que ça veut dire le DMP qui fonctionne? Alors, on va commencer peut-être par le patient. Le patient peut ouvrir son DMP de plusieurs manières. Soit il le fait de lui-même en allant sur le site internet qui s'appelle dmp.fr. Il suffit d'avoir sa carte de sécu sous le coude avec les chiffres lisibles devant et derrière pour pouvoir l'ouvrir. C'est un peu long et fastidieux, mais c'est pas pour rien. C'est pour pas que l'identité de qui que ce soit compromise, enfin soit usurpée. Alors déjà, je t'interromps parce que moi, je suis allé sur DMP en préparant ce dossier. J'ai essayé de voir comment je pouvais créer mon propre DMP. Eh ben, j'ai pas trouvé. Le site est pas hyper complexe, mais quand je vais vers la page de création, ça me demande de saisir mon code spécifique de création qui est envoyé par mail pour la création de mon DMP. Mais je ne sais pas comment demander la création de mon DMP pour obtenir ce code. Donc, Et tu as de la chance, parce qu'il y a quelque temps, c'était par courrier que tu aurais dû le recevoir. Donc, pourquoi je dis ça? Alors, je ne suis pas vraiment étonné de ce que tu me dis. Cela dit, il y a une manière beaucoup plus simple. Il fallait cliquer pour entrer le numéro de sécurité sociale et quand on fait ça, effectivement, ça engage le processus. Donc, il y a effectivement mais c'est pas hyper intuitif, il y a trop de clics, clairement. Ouais. Mais il y a un moyen très simple de le faire et très rapide, qui est d'aller à la pharmacie directement. N'importe quel pharmacien en France peut ouvrir le DMP et ça prend 40 secondes. D'accord. Voilà. Ils ont un système avec ta carte vitale qui va envoyer les données et qui ouvre le DMP. Et puis ensuite, tu reçois comment par mail les infos pour te connecter? Alors, tu reçois, il te donne directement un identifiant qui est valable à vie, celui-là qui ne changera jamais, c'est 4 chiffres, 4 lettres, 4 chiffres. Et ensuite, avec un mot de passe temporaire qu'il faudra changer par la suite. D'accord, donc effectivement, c'est très possible et très facile à faire. Et ça nous donne une sorte de nouveau numéro de sécu, j'imagine. C'est un petit peu ça. Non, c'est pas un. Enfin, c'est pas un numéro de sécu, mais c'est l'équivalent. C'est un identifiant unique qui va te suivre toute ta vie. C'est un petit peu l'équivalent. Pour le DMP uniquement, oui. Ouais, d'accord. Ça fait un nouveau truc dont il faudra se souvenir, hein. Mais oui, c'est ça, c'est un nouveau numéro juste pour le DMP. Ouais. Tu le mets dans l'espace et c'est réglé, ça va. Ouais, exactement. D'accord. Et donc à partir de là, une fois que ça c'est fait, ensuite commence la joie. C'est-à-dire que le DMP est vierge. Ça ne reprend pas les antécédents médicaux, ce qui paraît normal parce que ça voudrait dire que les données sont quelque part déjà. Donc on repart de zéro, les seules choses qu'il y a, c'est les données de remboursement de la sécurité sociale des 2 dernières années, ce qui n'est pas le plus important, mais ce qui peut être utile quand même. À partir de ce moment-là, on peut rentrer nous-mêmes nos données médicales, enfin nos comptes rendus, que ce soit, peu importe les comptes rendus, les prescriptions médicales, les allergies médicamenteuses, etc., pour commencer à se faire son dossier. Ça peut paraître contre-intuitif, ça, mais dans le contexte du truc que tu as évoqué rapidement et dont on va parler plus longuement dans un instant, c'est tout à fait logique parce que comme les logiciels de patientèle qui gèrent les patients pour les médecins sont tous différents, les systèmes sont tous différents dans les hôpitaux également, le fait de remplir à la base les infos de base de ce dossier médical partagé, c'est peut-être plus simple de confier cette tâche ou une partie de cette tâche au patient, ou alors peut-être que le voir d'une autre manière est plus cohérent. Si le patient ne pouvait pas remplir certaines de ces données, ça n'aurait aucun sens. Tout le monde se dirait, mais attends, je peux même pas remplir mon groupe sanguin, je peux même pas à moi ajouter des données, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Donc il est parfaitement logique que ça soit possible. Ouais. Et il faut le faire. Oui, c'est important de le faire. Pourquoi Alors autant les données, si on n'a pas de maladie chronique, il y a des choses que c'est pas la peine de mettre. Enfin, l'ordonnance de médicaments du Doliprane d'il y a 6 ans, clairement, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Mais sur des maladies chroniques, ça peut être utile et c'est surtout très utile, ou ça peut être très utile en cas d'urgence.
Parce qu'en cas d'urgence aujourd'hui, souvent on va avoir peut-être une carte de groupe sanguin ou une carte de donneur dans son portefeuille, mais on va pas avoir les urgentistes, si vous arrivez à l'hôpital et que vous n'êtes pas en capacité de parler, et ils vont pas avoir grande info sur vous. La promesse du DMP, c'est de dire que via votre carte vitale, un professionnel de santé va avoir accès très rapidement à quelques infos vitales, donc votre groupe sanguin, vos allergies médicamenteuses, et si vous êtes donneur ou pas, et les comment on appelle ça, pas l'ordonnance de fin de vie, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Les choix pour les questions d'acharnement thérapeutique et ce genre de choses. Est-ce qu'on veut être réanimé, etc., etc. Exactement, voilà. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas disponibles. Enfin, ou si les gens l'ont dans leur portefeuille, sur une lettre quelque part, on le confie à leurs proches. Là, la promesse aujourd'hui, c'est que via la carte vitale, ce soit accessible et que ça rentre dans la tête de tout le monde en se disant, par la carte vitale, on peut avoir accès à ce genre de données. D'accord. Voilà. Donc effectivement, à la base, il y a cette possibilité, en plus du fait qu'on a tout notre dossier qui est disponible. Oui, et puis on ne se trimballe plus avec les radios qui ne rentrent pas dans le sac à main. Ouais, c'est ça. Avec soi, quoi. Voilà. Je connais bien ça. D'accord, donc ça c'est l'aspect patient et la promesse du truc. Pour les professionnels de santé, c'est avoir accès au-delà des données importantes au suivi, à l'historique, parce qu'au fur et à mesure que c'est rempli, on n'a pas besoin de, comme on le disait tout à l'heure, de poser la question, de regarder les radios que la personne amène sous le coude, etc. Donc n'importe quel professionnel a accès aux données de n'importe quel, et on va parler de la question de la sécurité des données justement dans un instant, mais devrait pouvoir accès aux données de n'importe quel patient, c'est ça ? Ouais, l'idée c'est que quand un médecin reçoit un patient, il lit sa carte vitale ou il prend son numéro de sécurité sociale et il voit apparaître le passé médical du patient qu'il a en face de lui, qu'il le connaisse ou pas. L'idée c'est d'accélérer le boulot des médecins, même si dans un premier temps ça peut leur paraître un petit peu ils vont avoir l'impression que ça va leur faire perdre du temps. Finalement, le but, c'est de leur en faire gagner. Ouais, c'est parce que c'est un nouveau truc à apprendre et ça aussi, on va en parler dans une seconde. Mais là, j'ai une question qui me vient immédiatement et je suis sûr que tous les auditeurs auront eu la même. Imagine, tu vas chez ta médecin ou même pas. Tu as une personne qui est médecin qui se dit j'ai vu passer le numéro de sécu de mon beau-frère, j'aimerais bien voir son dossier médical. Est-ce que la médecin va pouvoir y avoir accès immédiatement, genre sans autre processus de sécurité ? Alors j'aurais tendance à dire que oui, cependant ça va déclencher quelque chose. C'est que le patient va recevoir une alerte, un texto, qui dira que tel médecin a accédé à son dossier médical. Ah, d'accord. Donc, a priori, on a quand même la possibilité de... les médecins doivent créer leur compte et enregistrer leurs données. Et donc, c'est logué et tu sais qui a eu accès à ton dossier. En fait, ça passe par alors techniquement, ça passe par leur carte. Ils ont tous les professionnels de santé qui sont habilités à voir ce genre de données médicales ont une carte et c'est avec ça qu'ils se loguent. Peu importe où ils bossent, c'est avec cette carte-là et c'est ces infos-là qui sont utilisées dessus. Donc, effectivement, n'importe quel médecin qui accédera à ces données-là, il y aura l'info qui sera transmise au patient. Moi, j'ai l'esprit très sécurité informatique, donc forcément, ces questions me titillent immédiatement. Tu veux dire que physiquement, c'est une carte qu'il faut utiliser physiquement avec un outil, je sais pas, en USB, un accessoire USB pour se connecter, ou est-ce que c'est une carte qui inclut des données de login, password, de connexion qu'on peut utiliser si on les connaît pour se connecter au DMP ? Est-ce que tu sais ça ? Tendance à te dire que... Alors, pour moi, ce ne sont que des cartes physiques, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus. N'étant pas médecin, ne portant pas la blouse, j'ai pas forcément l'info. Mais
a priori, moi, il me semble que ce sont que des cartes physiques avec un lecteur USB classique, quoi. Moi, à vrai dire, je te pose la question. Bon, si c'est des cartes physiques, c'est déjà peut-être mieux qu'un login password, mais bon, il faudrait confirmer la chose. Dans tous les cas, encore une fois, mon esprit sécurité, je me dis, même si c'est une carte physique, ça peut traîner ici ou là. Il n'est pas compliqué pour quelqu'un de l'attraper et d'aller se loguer sous le nom de quelqu'un d'autre. Ça commence à devenir un tout petit peu tiré par les cheveux, mais c'est possible. Et du coup, je me demande s'il serait pas souhaitable, et peut-être que c'est relativement facile à implémenter par le système informatique du DMP, s'il serait pas souhaitable de faire en sorte que plutôt que le médecin ait accès immédiatement aux données, que ça envoie, ou qu'on puisse au moins faire en sorte d'avoir certaines données confidentielles qui sont protégées, de manière à ce que quand un médecin veut y accéder, ça nous envoie une notification, et puis il faut l'autoriser. Et en même temps que je parle, je me rends compte que si c'est le cas, un médecin qui va demander une consultation à son collègue et qui va envoyer le dossier du patient, il va falloir, s'il y a 2-3 collègues dont on a besoin de l'avis, il va falloir qu'à chaque fois le patient autorise l'accès aux différents professionnels. Ça risque d'être un petit peu compliqué aussi. Donc peut-être qu'ils y ont pensé un petit peu plus que moi avant de mettre en place ce système, et que le système de carte physique est suffisant comme modèle de sécurité pour ces données-là. D'autant qu'il y a aussi un mot de passe et un identifiant et un mot de passe à fournir en plus de la carte physique. Ah d'accord, donc c'est quand même une authentification double facteur, c'est pas juste la carte, tu le swipes et oui, d'accord, ok. Bon, d'accord, très bien, bravo DMP, je sais pas qui a mis en place le truc, mais ça a l'air un petit peu plus solide que je ne pensais. Les mecs ont bossé, attention. Ouais, je vois ça. Et donc tu dis, tous les professionnels de santé qui ont l'habilitation à avoir accès aux données des patients ont accès à ce DMP. Ça veut dire les médecins libéraux, les personnels de santé des hôpitaux, les pharmaciens. Quand tu dis personnel de santé des hôpitaux, par exemple, un infirmier ne peut pas aller jeter un œil dans le DMP. D'accord, c'est les médecins et équivalents. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Certaines je crois pas dire de bêtises, certains corps de métier, par exemple en radiologie, je ne sais pas s'ils vont pouvoir accéder au dossier, en tout cas ils vont pouvoir transmettre des données à l'intérieur. Par exemple, le compte-rendu des radios et la radio. D'accord, donc il est possible aussi, il y a dans le système la possibilité d'y envoyer, d'y télécharger des données sans avoir accès au reste des données, quoi. Donc, Exactement, par exemple, typiquement les pharmaciens ont accès aux ordonnances de médicaments, mais n'ont pas accès au reste. D'accord. C'est-à-dire qu'un des avantages du DMP, par exemple, si on perd une ordonnance de médicaments papier, de toute façon, le but à terme, c'est qu'il n'y en ait plus, mais aujourd'hui, il y en a encore, donc le pharmacien pourra la retrouver juste avec la carte vitale du patient. Finalement, ça a l'air effectivement très bien conçu, ce truc. Je commençais avec plein de questions et essayer de faire des trous dans le système, mais ça a l'air pas trop mal. Alors, évidemment, il y a toujours des possibilités de hacker les choses, ça on le sait bien, même chez Bien sûr. même dans les logiciels les mieux conçus, il y a toujours des manières de trouver des trous dans le système. Ce qui m'avait paru encore plus intéressant, toujours pour la question de la sécurité, c'est de comparer ce système-là à ce qu'on a aujourd'hui. Parce que la chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est qu'on se dit « Ah ouais, mais tel système, ça pose tel et tel problème ». Mais aujourd'hui, la situation n'est pas forcément idéale non plus, comme tu me le racontais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les données, là où sont conservées les données du DMP, c'est sur des serveurs qui sont dits HDS, qui sont des hébergeurs de données de santé, qui sont censés être le plus haut niveau de sécurisation des données, en tout cas en France. Il faut savoir que toutes les données médicales qui sont contenues en France dans certains hôpitaux, chez les médecins, etc., ne sont pas forcément sur ce type de serveur. C'est-à-dire que souvent les patients vont me dire « Oui, mais mes données de santé, j'ai peur qu'elles disparaissent dans la nature, qu'elles soient revendues à mon assureur, etc. etc. » Il faut bien comprendre que là où elles seront, ou là où elles sont déjà sur les serveurs DMP,
ce sont des serveurs qui sont ultra sécurisés. Enfin, en tout cas, le cryptage est très élevé, autant que possible, autant que faire se peut en France. Alors que ce que tu disais, c'est que aujourd'hui, les données, bon, elles sont éclatées, elles sont un peu disparates, on n'a pas tout au même endroit, mais il n'empêche, ton médecin va utiliser un système, tu sais pas forcément comment il est sécurisé, pareil pour l'hôpital, pareil pour, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les pharmaciens sont un petit peu plus diligents, c'est un anglicisme, dans ce type de choses, mais peut-être que je me trompe, mais chacun a son système, quoi, quasiment. Oui, c'est ça. Et puis, ça peut être fait. Les données sont souvent gardées en local. Là, c'est pas le cas. Donc, le fait qu'elles soient pas en local, c'est un peu plus sécurisant aussi, quoi. Je comprends, ouais. Alors là, on a dépeint un tableau un petit peu idéal de la manière dont ça devrait marcher. Tout le monde est sur le système du DMP, on l'utilise pour mettre les données, chacun peut les consulter, les patients ont accès à leurs dossiers, tout est sécurisé, ok, super, c'est idéal. Donc, dans la pratique, c'est comme ça que ça marche, n'est-ce pas, Florent ? Absolument, ça marche très 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 bien. Non, et alors il y a, je sais pas par où tu veux commencer. Il y avait un truc qui m'avait toujours cet angle tech vraiment. Il y a un truc qui m'a interpellé dans ce que tu me racontais, c'est que l'un des problèmes, c'est que pour envoyer les données au DMP, c'est évidemment des API avec un format particulier, un format de données spécifique. Hein, il faut bien en choisir un. Et les professionnels de santé, les médecins en particulier, ils utilisent tous des logiciels de gestion des patients, de patientèle, pas tous différents, mais enfin, il y en a une bonne quantité, et ça pose des problèmes. Ouais, je te disais qu'il y avait une dizaine de logiciels de patientèle différents en France. Je me suis a priori complètement planté, on est plutôt sur 300. Ouf, ah oui, d'accord. Effectivement, voilà. Oui. Donc chacun a, pour le coup, vraiment son propre système, quoi. Ouais. Donc, de ce que j'en sais, les éditeurs ont plutôt pas mal bossé et se rendent quasiment tous peu à peu compatibles pour recevoir et envoyer des données dans le DMP. Donc ça, c'est plutôt une bonne avancée parce que une fois que tu as ça, tu n'as plus, entre guillemets, que de l'humain à gérer. Ouais. Donc petit à petit, est-ce que tu sais si c'est le cas aujourd'hui ou si ça sera bientôt le cas que la majorité des logiciels de patientèle sont compatibles DMP ou a priori, ils le sont déjà en majorité, oui. Ah c'est bien, d'accord, donc ça va. C'est l'avantage d'avoir une API unique, et enfin un système unique, tu te rends compatible et puis tu peux envoyer les données, c'est cool. Donc ça a avancé relativement vite quand même à ce niveau. Ouais, et donc tu me disais, le problème ensuite, c'est l'humain. Ben ouais, c'est ça, c'est toujours le problème. C'est il faut faire comprendre aux médecins que c'est utile pour eux. Le parallèle que je fais souvent, c'est quand il y a eu le passage à la carte vitale, ils en voulaient pas vraiment, les médecins. Ils étaient un petit peu réticents. Et aujourd'hui, après bonjour, ils demandent la carte vitale, quoi. Ouais, jusqu'à il n'y a pas longtemps, moi j'avais encore des médecins qui me disaient non, moi je m'emmerde pas avec ces conneries, je vous fais une ordonnance et je fais pas les trucs et tu comprends pas, quoi. Peut-être que c'est parce que je suis plus technophile, mais peut-être d'ailleurs que ça c'est une question qui est importante. Moi je comprends pas pourquoi ils sont si réticents. Peut-être que toi tu as eu un petit peu de comment dire, tu as pu voir de l'autre côté du clavier. Pourquoi est-ce que ça les emmerde tellement ? C'est apprendre un truc nouveau ? C'est ajouter une charge de travail ? C'est quoi ? Je veux pas faire de généralisation, mais si, vas-y. Je veux pas généraliser et dire que à partir d'un certain âge, ça pourrait s'expliquer comme ça. Mais parce que j'ai eu les deux cas, j'ai eu des médecins qui, à force de me voir passer à l'hôpital, me disent mais votre DMP là, moi ça m'intéresse, dites-moi en plus, etc. Et à côté de ça, il y en a, c'est un refus frontal et catégorique, quoi. Et il n'y a pas moyen de discuter en plus. Donc non, je pense que c'est vraiment une question de génération, enfin soit de génération, soit de pédagogie en fait, clairement. Et je pense que les médecins, ils ont tellement pas le temps dans leur journée. Leurs journées sont tellement remplies et ils doivent, ils ont pas 5 minutes à eux que ça va leur demander encore du temps et encore du temps d'apprendre ça. Je pense que c'est du temps qui sera gagné pour plus tard.
Mais là, tout de suite maintenant, quand tu vas voir quelqu'un qui a déjà de l'eau jusque quasiment au-dessus du nez, on peut lui en rajouter un peu, il va te dire non, quoi. Ouais, effectivement. Je lisais un livre il y a pas longtemps. Il y avait des exemples de comment aider les gens à faire des changements de ce type. Et l'un des trucs dont il parlait, c'était l'idée de montrer, plutôt que d'expliquer, parce que tu peux expliquer jusqu'à demain, si les gens ne voient pas les bénéfices, ça va être compliqué de les motiver. Est-ce qu'on commençait déjà à voir des cas où certains médecins disaient, enfin j'en sais rien, mais on voit l'historique d'un patient qui arrive à l'hôpital et du coup tout de suite en 2 minutes je sais ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire, et attention, tel médicament il faut pas le donner comme ça et trucs, et donc peut-être ça fait gagner du temps. Et puis en cas d'urgence, ça s'est déjà montré que ça a sauvé des vies, clairement. Ouais. Ah oui, Bien d'accord. Donc j'étais un petit peu prudent dans ma description du truc, mais les professionnels commencent à voir. Ah oui, donc ça, si on n'avait pas eu cette info et on l'aurait pas eu sans le DMP, ça aurait pu poser un problème. Ça aurait pu même coûter la vie à un patient. Ils le constatent, ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est des cas trop peu nombreux parce que, bah, voilà, comme je disais, le DMP, il y en a encore. Enfin, c'est encore peu ancré dans les esprits, mais oui, nous on a eu des cas où ça a été très très utile, bien sûr. Ouais. Mais du coup, j'imagine que les médecins, quand ils voient ça, même les plus réticents, commencent à se dire ah ouais, d'accord, là c'est quand même un truc qui est important à implémenter, il faut commencer à s'intéresser, ou les réactions j'espère que c'est ce qu'ils se disent, oui, parce que ça. Mais après, voilà, ils vont te mettre dans la balance que. Mais après, je pense que on est plus sur de l'idéologie hors médecine. Enfin, ça va être plutôt l'histoire de la protection des données ou l'histoire de ça me prend trop de temps, etc. J'ai l'impression qu'on sort du débat. De la médecine. Médicaux, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus ça. Mais bon. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient opposés au truc par idéologie de protection des données ? Tu viens d'évoquer la chose. Vraiment, il y avait des médecins qui disaient non, ça c'est pas bon pour les patients pour cette raison ? Pas forcément pour les patients. Je pense que c'était plutôt une réflexion générale qui m'était donnée dans ce cas précis, en disant non. On a déjà nos données partout, on va se la faire voler par les assurances, nos données sont revendues, etc. Et donc là, tu le remercies déjà d'avoir ce genre de réflexion en tête, c'est-à-dire que la protection des données est quelque chose qui rentre dans les esprits. Ouais. Et après, tu essayes de différencier les données médicales qui sont extraites de ta montre connectée, des données médicales qui sont sur le DMP, qui sont 2 données médicales qui n'ont pas du tout la même valeur et qui peuvent pas être vendues, celle du DMP. Mais c'est bizarre de devoir expliquer ça à un médecin, hein, je t'assure. Ouais, mais c'est-à-dire qu'ils ont peur que les... Mais d'ailleurs, ils ont peur, mais peut-être qu'à terme, ça peut arriver, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est vrai qu'on ne peut pas exclure le danger de l'utilisation de ces données centralisées. Et c'est pour ça que les fichiers de données, en particulier les fichiers de données, sont régulés de manière très très sévère, très stricte. Mais oui, là il y a un bénéfice qui semble clair par rapport aux désavantages potentiels, quoi. Oui, clairement. c'est pas évident. Ouais. Mais c'est rassurant presque qu'effectivement certains médecins aient cette démarche intellectuelle de se dire c'est pour cette raison que je suis contre le système, tu vois, c'est qu'ils ont une certaine connaissance des problèmes de l'informatique. Je me demande si certains d'entre eux écoutent le Rendez-vous Tech. Si c'est le cas et que vous écoutez cet épisode, j'espère. Faites-moi signe, faites-moi signe sur les réseaux, où ça serait marrant d'avoir ça. Du coup, moi, je vais quand même encore aiguiller un petit peu, mais est-ce qu'il y a, à l'opposé, est-ce que tu as été confronté à des problèmes de connaissances informatiques trop sommaires ou des réticences dues à ça, dues à l'adversité envers l'outil informatique ? De la part des médecins ou des patients ? À vrai dire, des deux. Moi, je pensais aux médecins parce que je suis méchant, mais les deux. Alors, du côté des médecins, certains sont encore au papier, mais là, pareil, hein, on est sur du cas très particulier, mais il y en a qui sont encore au papier, crayon et tout ça rangé en physique dans les étagères
la consultation, du cabinet, ouais. Mais dans l'ensemble, non, je crois que ça va, hein, du côté des médecins. Par contre, du côté des patients, oui, là, on est sur... parce que quand tu abordes le patient, tu lui expliques un petit peu de quoi ça s'agit, et souvent, tu le vois dans les yeux de la personne qui te dit « Comment ça, un mot de passe ? Comment ça, une application ? Etc. etc. » C'est compliqué. Et donc oui, là-dessus, il y a un gros boulot à faire. Cela dit, un des énormes avantages que je vois au DMP, c'est que le patient veuille s'intéresser de plus près à sa santé ou au contraire ne veuille pas du tout s'y intéresser, n'a pas internet à la maison, ce genre de choses. Dans les deux cas, il faut l'ouvrir parce que le simple fait de l'ouvrir sans s'en préoccuper en tant que patient, c'est au moins ouvert pour les médecins et les données sont centralisées pour les médecins. Mais du coup, excuse-moi, je te repose une question de base à laquelle j'avais pas pensé. Dis-moi. Tu veux dire que la seule personne qui peut ouvrir le dossier médical partagé, c'est le patient? Il peut pas être ouvert automatiquement par un professionnel de santé? Automatiquement, non. Il faut absolument le consentement du patient aujourd'hui. C'est obligatoire. Oui, à vrai dire, ce qui est logique, mais ce qui... Oui, oui, je comprends pourquoi. Ça irait plus vite sans, mais je comprends pourquoi. Ouais. Alors, tu m'amènes sur un sujet qui va faire sûrement grincer des dents pas mal de gens ou qui va en réjouir certains. Aujourd'hui, il faut faire la démarche soi-même faire la démarche soi-même en fait, ou donner son consentement à un professionnel de santé pour l'ouvrir. À partir de, que je te dise pas de bêtises, début 2022, les DMP seront automatiquement ouverts pour les patients. Pour tout le monde, en fait. D'accord. Bah, écoute, ouais, vas-y, pardon. Et donc, du coup, on sera sur de l'opt-out. C'est-à-dire qu'il faudra faire la démarche soi-même de le fermer. De le fermer ou d'en interdire l'ouverture, j'imagine. Je me demande si c'est... Si c'est possible, ouais, d'accord. Bon, à vrai dire, vu qu'ils seront ouverts automatiquement, oui, il faudra... Oui, je comprends. Ils seront ouverts automatiquement pour tout le monde, donc il faut aller le fermer soi-même, ouais. Écoute, ouais, moi je trouve que... Vas-y, je t'écoute. Dans ce cas-là, je pense que au final, les bénéfices sont... et j'imagine qu'en France, on aurait peut-être une majorité de gens qui vont dire oui, les bénéfices sont plus importants que les désavantages, et donc c'est sans doute une bonne chose. Mais la question du opt-in, opt-out est toujours très délicate, donc j'imagine qu'il y a des gens qui auraient des choses à redire, quoi. Oui, c'est sûr. Je pense que notre avis, a priori, je ne sais pas s'il est biaisé, mais moi, ça me paraît être une excellente chose, mais toujours les avis contraires qui s'opposent à ça, et je les comprends très bien. Mais pour moi, c'est quelque chose qui doit se généraliser et qui va faciliter la vie de tout le monde, mais très clairement, quoi. Ouais, on en a parlé, je crois, dans cet épisode. Les problèmes que ça peut poser sont évidents. Donc, l'idée n'est pas de dire ça pose pas de problème, c'est entièrement verrouillé. Mais le truc, c'est que les avantages du système sont plus importants que les inconvénients. Ouais, clairement. Du coup, ça veut dire que même si ça a pris très longtemps, on en parlait, ça fait presque 15 ans qu'ils ont commencé à y penser, en 2022... ça va quand même être, on ne sait pas si loin, dans 2 ans, ça va être généralisé, donc on aura enfin l'informatisation des données de santé qui sera généralisée en France, pour tout le monde. Et à partir de là, c'est... C'est ça, après ça roule, quoi. Après c'est facile. Après, il va falloir faire comprendre à son médecin que c'est bien. Ou l'inverse, hein, mais... Ouais, peut-être. Mais à vrai dire, comme tu le disais, même si on ne veut pas s'occuper de son DMP, s'il est ouvert, bah c'est bon, les professionnels de santé vont pouvoir partager les informations et avoir les informations dont ils ont besoin sur les patients, même sur les patients qui ne veulent pas s'en soucier. Mais tu fais référence à cette réticence des médecins, tu as fait référence à plusieurs reprises.
est-ce que à quel point est-ce que c'est un problème ? Quel pourcentage des médecins sont réticents ? Quel pourcentage les utilisent ? Parce que j'ai l'impression que tu insinues que c'est vraiment un gros souci, quoi. Comment dire Tu prends des gants, je comprends bien. Non, mais c'est moi, je l'ai du point de vue de l'hôpital. Tout ce qui était toutes les consultations externes, les médecins s'en servaient, mais s'en servaient un peu de manière automatique, c'est-à-dire que on leur avait appris à transmettre les comptes rendus de consultation à l'intérieur du DMP. Par contre, dès qu'il fallait sortir un petit peu de ce cas précis où juste il y a une consultation, le compte rendu je l'envoie à l'intérieur, c'était un peu flou. Et c'était complètement flou d'ailleurs. Enfin, on avait souvent des questions de comment je fais ci, comment je fais ça. J'ai un patient, je dois pas lui transmettre le compte rendu avant d'avoir l'avis d'un autre collègue. Comment je le masque, etc. C'est vrai. Je crois que vraiment on est sur de la pédagogie. Il me semble vraiment que c'est ça. Et toutes ces choses-là sont possibles à faire dans le système, c'est juste qu'ils savent pas comment les faire. Peut-être que c'est un petit peu plus compliqué que ça devrait, etc. Il va falloir affiner. Mais ces choses-là sont possibles. C'est pas que c'est des trucs dont les médecins se sont rendus compte que les développeurs n'avaient pas bien implémenté les choses. Non, c'est déjà complètement implanté. D'accord, ouais. Donc ça a été bien conçu et bien pensé d'après toi quand même. Mais moi je crois. Je crois. Oui, ce que je veux dire, enfin bon, t'es pas forcément un expert sur le sujet, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas que les médecins, une fois qu'ils l'ont eu entre les mains, se sont rendus compte que les développeurs informatiques avaient développé ça dans un laboratoire, ils se sont dit, mais attends, comment je peux faire ça ? Et les devs ont dit, ah bah non, en fait, c'est pas possible, et ils avaient pas pensé à l'application pratique, c'est pas ça, c'est que... Non, a priori, on n'est pas là-dessus du tout. Ouais, d'accord. D'accord. Et donc, c'est quels... les médecins, quand ils devaient... consulter quelque chose, ils savaient pas exactement comment ça marchait ou ils prenaient pas le temps de le faire, c'est ça ? Disons que l'export des données c'est assez simple. En tout cas, je parle de mon cas moi ou de ce que j'ai vu. L'export des données est simple, ils ont compris, ça se fait automatiquement. En fait, c'est même tellement simple que une fois que le compte rendu de rendez-vous de consultation est tapé, c'est les logiciels qui, la nuit, les envoient d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est même pas à faire manuellement. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je veux dire, quand un nouveau patient arrive dans le cabinet du médecin, est-ce que le médecin, selon toi, va avoir le réflexe d'aller consulter l'historique ? Est-ce que les données vont lui être facilement accessibles ? Ou c'est genre, il va envoyer les données de consultation que lui a générées, et puis après, il va même pas vraiment consulter comme il faudrait les données qui sont déjà accessibles la prochaine fois qu'un patient vient chez lui ? Je demande au médecin de me corriger si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore là dans le réflexe. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai l'impression, mais voilà. Ouais. Bon, à vrai dire, je pense qu'on a tendance peut-être parfois à être un petit peu sévère quand on prend, quand on constate ce genre de choses dans des systèmes dont nous, on a l'habitude, on a tendance à être sévère avec les gens qui ont besoin de faire un effort supplémentaire pour s'y adapter. Mais il faut se souvenir que ça peut être des choses, des habitudes qui sont difficiles à changer, qui peuvent prendre du temps, et l'acclimatation au niveau système, elle vient avec le temps. Il y a une première approche qui est un petit peu compliquée, et puis après on se souvient, on retrouve ses marques petit à petit. Ce que je veux dire, c'est que le système existe vraiment depuis même pas 2 ans. Il va falloir, c'est une question c'est un truc qui se fait sur 5-10 ans, pour que les choses, même plus peut-être, pour que les choses commencent à vraiment être utilisées. Et il faut bien commencer à un moment, et là, c'est l'étape dans laquelle on est, je crois. Ouais. Il me semble aussi que ça va prendre... je pense que tu es dans le bon ordre d'idée, dans le bon ordre de grandeur au niveau du temps que ça prendra. Et effectivement, les médecins, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont des journées tellement denses que on peut pas leur en vouloir que ça prenne un peu plus de temps. Et de toute façon... ça fait peu de temps que les logiciels sont mis à jour, il faut un peu de formation, il faut que le personnel des caisses primaires d'assurance maladie aille les voir au fur et à mesure, et voilà, il faut le temps que ça se développe, mais je suis pas vraiment inquiet sur la chose. Je pense que quand tout le monde verra les avantages que ça apporte, tout le monde foncera tête baissée, quoi. Tu sais, c'est marrant parce que
quand j'ai lancé on va être un petit peu nostalgique là pendant une seconde, mais quand j'ai lancé le rendez-vous tech, je le dis souvent, moi je l'ai lancé parce que j'adore l'informatique depuis longtemps, la technologie m'a toujours paru être un outil fondamental et important, mais bon, quand j'ai lancé le rendez-vous tech, c'est parce que j'aimais mon iPhone et mon PC et j'avais envie de partager cette passion avec autant de monde que possible, et je voulais parler des dernières fonctionnalités de l'appareil qui m'occupait le plus à tel moment. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que la technologie, je le savais déjà, mais la technologie influence tellement de domaines de notre société que le rendez-vous tech est un outil, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, est un outil hyper important je le dis souvent, pour comprendre le monde et pour appréhender le monde. Et je me trompe peut-être, mais je suis convaincu qu'un professionnel de santé ou que n'importe qui dans le monde qui écoute le rendez-vous tech est mieux équipé pour gérer ce genre de changement que quelqu'un qui ne l'écoute pas. Et c'est une orientation très spécifique que j'essaye de donner à l'émission en jonglant avec, bien sûr, la passion des derniers gadgets et les enjeux importants, etc. Mais c'est vraiment une orientation que j'essaye de donner à l'émission. C'est l'idée que si vous écoutez cette émission, vous êtes au moins équipé avec les bases pour comprendre ce genre de truc, et ça touche tout. Moi, j'aurais jamais pensé, il y a 10 ans, que je me serais dit, un médecin, peut-être que pour sa vie professionnelle et sa vie tout court, ça sera plus simple pour lui de comprendre, ou pour elle de comprendre comment ça fonctionne, s'il m'écoute parler. Et j'espère que c'est le cas. Mais, excusez-moi, je suis un petit peu, pas nostalgique, mais je pars dans des idées qui n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet. Mais en même temps, si, parce que le principal problème, le principal frein qui reste à l'adoption de cet outil dont tu parles aujourd'hui, c'est cette question de connaissance de l'outil informatique, de l'outil tech. Donc on est un petit peu dans ce domaine, quoi. Mais bon, bref, pardon, je divague. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas abordés à propos du DMP que tu voudrais détailler, ou est-ce qu'on a un petit peu fait le tour ? Alors, j'aurais juste aimé rajouter que on disait au début que c'était la CPM, la Caisse primaire d'assurance maladie, qui s'occupait de développer le DMP et de présenter le DMP au grand public. Ça n'a pas toujours été le cas. Et aujourd'hui, c'est la CPM qui le fait. Et les gens font trop souvent l'amalgame entre le fait qu'ils dépendent de la CPM et le fait qu'ils puissent avoir un DMP. Plusieurs millions de personnes en France ne sont pas couverts par. Et le DMP, c'est l'équivalent de santé papier qu'on avait avant. Florence, ça a coupé un petit peu. Tu disais plusieurs personnes en France ne sont pas couverts par ne dépendent pas de la CPAM. Et de ce fait, ils pourraient penser qu'ils n'ont pas le droit ou ils n'ont pas d'accès, ils n'ont pas le droit d'ouvrir un DMP ou ils ne peuvent pas en avoir. Si, ils peuvent tout à fait ouvrir leur DMP, il faut juste pas faire l'amalgame entre la CPAM et le fait que vous soyez couvert par une autre assurance maladie. Donc, concrètement, n'importe qui peut avoir accès une personne couverte par un organisme d'assurance maladie peut ouvrir son DMP. C'est ce que tu dis ? En fait, pour faire plus simple, c'est que n'importe quel Français peut avoir accès à son DMP. D'accord. Bon, voilà, c'est effectivement très simple. Parce que souvent, les gens me disent, oui, je fais partie de je suis assuré par la MSA ou par une autre couverture santé. Je vais pas pouvoir, moi. Et justement, si. C'est tout à fait possible. Vous allez toquer à la porte de votre pharmacien, ça va bien se passer. D'accord. Très bien. Écoute, effectivement, c'est important à préciser. Ah oui, je découvre l'aspect. Il aurait fallu appeler Marion là pour les aider à développer leur interface, parce que sur le site de dmp.fr, il y a un onglet patient et un onglet professionnel, et on voit que il y a différents types d'informations sur l'onglet patient. C'est relativement simple, mais pour accéder aux différentes sections du site pour les patients, en fait, il faut cliquer sur le nom patient et ça affiche un petit sous-menu où on va avoir les quelques éléments: accueil, découvrir le DMP, créer son DMP, FAQ, support. Et si on clique pas, c'est pas du tout intuitif qu'il faut cliquer là-dessus pour avoir accès à ces éléments-là.
Donc c'est tout bête, mais il faudrait juste les afficher en permanence et bon bref. Là, oui, et d'autant plus que tu as exactement le même menu côté professionnel. Oui, c'est juste la couleur qui change. C'est exactement les mêmes. Mais oui, il faut cliquer dessus. C'est pas non. Marion, à l'aide. Bon, enfin, en tout cas, voilà, il existe et franchement, il est pas trop mal. C'est juste que c'est pas super intuitif, mais il est relativement simple. Alors, et toute dernière chose, si je peux me permettre, là, on a parlé du site internet. Finalement, le plus simple pour les patients, c'est l'application qui est aussi bien faite, si ce n'est mieux. Parce que tu vas par exemple pouvoir scanner tes documents directement avec ton appareil photo de ton portable. Et tu vas pouvoir ajouter tes documents médicaux juste avec ton téléphone portable et sans plus. Et la plupart des gens, on le sait aujourd'hui, contrairement aux vieux comme nous, utilisent, ou comme moi peut-être, utilisent leur téléphone comme outil informatique principal. Donc, ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est, de toute façon, la plupart des gens l'utilisent par ce biais-là. Et quand tu as une famille et que tu as des enfants, tu peux avoir tous les profils de toute la famille directement sur ton téléphone, alors que sur l'ordinateur, il va falloir te souvenir de l'identifiant de chacun, etc. C'est plus simple par l'application. D'accord, donc c'est pensé en mobile first plutôt que... Oui, absolument, oui. Ouais, d'accord. Donc c'est DMP, dossier médical partagé, vous pouvez... le trouver très facilement. Elle est disponible sur iOS et Android et l'éditeur est l'assurance maladie. Donc, je pense que c'est facile à trouver. Bah super, merci beaucoup Florence. C'est un tour d'horizon qui m'a paru hyper intéressant. J'espère qu'il vous aura plu à vous aussi, chers auditeurs. On va en rester là. Je suis sûr qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Mais avant de se séparer, je disais en début d'émission que tu es également photographe. Est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver ton travail sur Internet ? Alors j'ai un site internet qui s'appelle creandpix.com, donc creandpix.com, et je privilégie, j'aime beaucoup ça, la photographie de mariage. Donc voilà. Très bien. Écoute, je mettrai le lien vers ton site internet dans les notes de l'émission. Je vois que tu as aussi un compte Twitter qui n'est pas hyper actif, mais peut-être que je le mettrai aussi ici. Non, c'est un bloc-notes. Ok, c'est un bloc-notes. Très bien. Merci beaucoup Florence, c'était très cool de t'avoir. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également trouver cette émission sur frenchspin.fr et venir commenter. Si on a dit des choses qui vous ont paru un petit peu bêtes, si vous voulez nous corriger, je suis sûr que en parlant pendant plus de 45 minutes, on a pu dire des bêtises, donc n'hésitez pas à venir nous le dire dans les commentaires de l'émission. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, comme je le disais, c'est Twitter, Facebook et Instagram. Vous savez que je suis assez friand d'Instagram en ce moment, donc NotePatrick sur Instagram, c'est facile à trouver aussi. Et si vous voulez soutenir l'émission, évidemment, si elle vous intéresse, si elle vous plaît, si elle vous est utile, si elle vous aide, comme je le disais, à comprendre la tech et que vous vous dites que c'est un travail qui vaut la peine, et ben peut-être que le prix d'un petit café par épisode, allez, $1, c'est vraiment pas grand-chose, peut-être que vous pourriez contribuer de cette manière. Et si vous pensez que l'émission est utile, je crois que c'est sans doute une bonne chose à faire pour l'écosystème du net de soutenir le contenu qu'on apprécie, parce que ça détermine également la nature d'Internet, si on le fait ou si on ne le fait pas. Donc patreon.com/rdvtech, avec une toute petite contribution $1 par épisode, c'est déjà beaucoup, et ça vous donne en plus accès à des bonus fort sympathiques que vous pouvez découvrir sur le site patreon.com/rdvtech. Et n'oubliez pas, cling, Patrick, quand on rentre à la maison. C'est les clés qui tombent sur le... vous vous souvenez ? Ok. Merci beaucoup à tous. On revient dans une semaine avec un épisode d'Actu. Ciao, ciao. À quoi ressemblera une ville 100% circulaire en 2050 ? Les super matériaux de la science-fiction peuvent-ils devenir réalité ? La révolution biomimétique aura-t-elle lieu ? Découvrez Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain, disponible sur toutes les plateformes.